Les élections sont une telle duperie que même des travailleurs s'apprêtent aujourd'hui à apporter leur suffrage au candidat Poher. Ce faisant, ils croient transformer le non-référendum en une victoire ouvrière. Ils croient pouvoir troquer la trique gaulliste pour le régime joufflu, bonasse et apaisant. Mais quel est le véritable visage du pouvoir? Se trouve-t-il au Parlement? Se trouve-t-il au Sénat? Il fut un temps, celui que tous les politiciens appellent aujourd'hui avec dégoût l'époque de l'instabilité, l'époque du chaos, la 4e République, où les différentes fractions de la bourgeoisie, indépendamment de leurs intérêts divers, se rassemblaient périodiquement dans ce qu'on appelle le Parlement pour s'efforcer, tant bien que mal, d'y définir une politique commune face au mouvement ouvrier. Mais désormais, engagés dans une compétition économique internationale extrêmement difficile, le grand capital français ne peut plus accepter ces compromis, ces concessions envers la petite et moyenne bourgeoisie qu'il traîne à ses pieds comme un boulet. C'est que la bourgeoisie a besoin d'un pouvoir absolu pour prendre les décisions et les mesures qui lui sont nécessaires. Elle a besoin du recours de l'État pour assurer ses investissements et s'assurer qu'il n'y aura plus aucune lutte ouvrière les mettant en cause. Pendant qu'elle laisse les députés bavards défiler à la tribune d'un parlement croupion, s'occuper du déplacement des Halles au Rungis, par exemple, et même éventuellement se battre en duel pour amuser la galerie, la bourgeoisie organise son pouvoir. Elle organise fermement sa politique dans des commissions spécialement conçues, composées de techniciens, de représentants de la grande industrie que vous ne connaissez pas, qui n'ont jamais été élus. Elle s'efforce de planifier ses objectifs, ses investissements, ses prix. Elle s'efforce de prévoir le maximum des salaires qu'elle sera obligée d'accorder devant la lutte des travailleurs. Mais la seule chose que la bourgeoisie ne peut mettre en fiche électronique, qu'elle ne peut prévoir, c'est le degré de combativité de la classe ouvrière. C'est que face à ses rivales, elle doit aujourd'hui vendre ses produits moins chers, et pour cela, produire à moindre frais. Ce qui signifie concrètement pour les travailleurs, et nous le voyons aujourd'hui tous les jours, une augmentation infernale des cadences dans les entreprises, un blocage des salaires. Mais si la classe ouvrière, comme en mai 1968, s'oppose à ces cadences, s'oppose à ce blocage des salaires, alors le régime peut être mis à bas. Voilà pourquoi le pouvoir s'efforce, depuis des années, de désamorcer les luttes ouvrières par les quelques miettes de l'intéressement et de la participation. Il associe les syndicats à la planification du chômage en leur faisant signer les accords sur l'emploi. Prenant ces décisions dans le dos du Parlement, ficelant la classe ouvrière par des contrats qui lui promettent des avantages illusoires pour demain, à condition qu'elle renonce dans l'immédiat à toutes ces luttes, la bourgeoisie a pu gouverner à sa guise. Le pouvoir aujourd'hui n'est pas dans les urnes. Il se trouve dans les conseils d'administration. L'État n'est pas neutre, mais l'outil spécialement forgé depuis des années pour mener la politique de la bourgeoisie. Cet État, qui recrute sa pègre, comme les comités d'action civique, ses policiers, ses administrateurs, ne peut changer de main. Et vous ne changerez pas ce pouvoir en allant demain, après les élections, décrocher le portrait du général de Gaulle pour le remplacer par celui de Pompidou, de Poher ou de Deffer. Mais pendant qu'on amuse la galerie, en la faisant jouer au tiercé électoral, qu'en est-il des luttes ouvrières? Le patronat a refusé de payer à Tilsit. Les travailleurs ont aussitôt répondu par la grande mobilisation du 11 mars, par la grève générale, par une démonstration très importante dans les rues de Paris, de la Bastille à la République. Un nouvel espoir était né. Mais cette combativité, une fois de plus, comme en juin 1968, a été canalisée dans le lit de la légalité. Le mot d'ordre des organisations syndicales et ouvrières a retenti de nouveau à nos oreilles. Travailleurs, soyez calmes, soyez patients,
Soyez responsables, tous aux urnes. Aujourd'hui, alors que les travailleurs pourraient, après le départ du général de Gaulle, profiter de l'occasion pour exiger tout de suite qu'on leur rende ce qui leur est dû, qu'on leur rende leur conquête de mai et juin 1968, on leur demande de patienter et d'attendre la fin de la campagne présidentielle. Et pendant ce temps-là, le candidat bourgeois défile à la télévision, prône la réconciliation entre tous les Français sur un ton paternel. Ils n'ont plus rien à craindre, en tout cas dans l'immédiat. Mais que les travailleurs regagnent leur terrain de lutte, qu'ils reprennent leur propre méthode de combat. Dès lors, l'État apparaît tel qu'il est en réalité. Sa police n'est pas neutre. C'est elle qui chasse les piquets de grève devant les entreprises pour les rendre aux patrons. C'est elle qui s'infiltre dans les centres d'examen pour protéger ce système de sélection qu'est l'agrégation, tandis que des milliers de maîtres auxiliaires sous-payés travaillent dans les lycées. Voilà le pouvoir sous son véritable visage. Et ce pouvoir, il ne se combat pas à coups de motions de censure. En utilisant avec alternance les manifestations de masse, strictement revendicatrices, et les motions de censure, la gauche s'est toujours refusée à affronter ce pouvoir. De ces escarmouches dispersées, le prestige de l'État est sorti rehaussé, renforcé. Il apparaissait plus que jamais intouchable et inamovible. Et la classe ouvrière en sortait épuisée, démoralisée. C'est la résignation des directions ouvrières qui faisait sa force. Mais dès que cette force a rencontré une résistance réelle et que les étudiants eurent montré que la lutte directe et résolue permettait d'obtenir ce que 10 ans de grève tournante, de grève partielle, d'ultimatum et de manifestations de pression n'avaient pu obtenir, le gaullisme est apparu comme un édifice chancelant, construit à la hâte et sur du sable. Travailleurs, étudiants, on veut vous faire croire que le gaullisme s'achève avec le départ du général de Gaulle, que l'État fort disparaît avec le pouvoir personnel. C'est faux. Tous s'accommodent de la législation gaulliste. Tous acceptent la constitution de mai 58 qui a légalisé le coup d'État militaire à Alger. On veut vous faire croire que le gaullisme est un mauvais souvenir, que de Gaulle était un malin génie et que ses héritiers sont vierges. On veut aussi vous faire croire que vous avez oublié mai 68 et qu'il vous sera désormais possible de négocier entre gens raisonnables, entre bons Français. C'est encore faux. L'État fort demeure, mais il n'est fort qu'aussi longtemps qu'il hypnotise la classe ouvrière par le bulletin de vote pour la détourner de ses propres méthodes de lutte qui font sa force. Pour transformer le départ du général de Gaulle en une véritable victoire ouvrière, les travailleurs ne peuvent se contenter des promesses électorales habituelles. Ils doivent reprendre la lutte sur leur propre terrain, comme les travailleurs de la CSF faisant grève pour résister au licenciement, comme les travailleurs du Boucau barrant les routes, occupant leur usine, menacés de fermeture. C'est une voie difficile. Il n'y en a pas d'autre.